Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de l'UX comme discipline d'équipe. Et avant de commencer dans le vif du sujet, on voudrait savoir à peu près combien y a-t-il de développeurs parmi nous. Si vous pouvez lever la main. Pas mal, pas mal. Okay. Combien y a-t-il de designers? Okay, oui, pas mal non plus. Et est-ce qu'il y a d'autres corps de métier comme chef de projet ou product owner? Ok, 4, 5, 6. Il y en avait au fond. Ok. Très bien. Nous, aujourd'hui, on va vous parler de notre métier au sein de Faber Novel Technologies. On est donc toutes les deux designers. Moi, je suis Marie. Et moi, je m'appelle Dragana. Donc, on travaille chez Faber Novel Technologies, qui donc a des bureaux à Paris, à Nantes, qui a aussi des gens qui sont en remote à Bordeaux ou à Marseille, Lille. Et on a le principe de travailler en squad. Donc sur un projet, on est plusieurs types de métiers. Donc on a aussi bien des développeurs, des designers et aussi les chefs de projet et les product owners qui est représenté par le client. Et on se rend compte que même si on a beaucoup d'experts au sein d'une squad, il y a encore des idées reçues sur certains de nos métiers. Et on s'est amusé à poser des questions et à savoir en fait qu'est-ce qui peut se dire ou qu'est-ce qui a déjà été pensé. On a collecté comme ça des idées reçues. La première, c'est le développeur fait ses tickets sans se poser de questions. Voilà, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, pensé ou dit dans un moment. Mais chez nous, d'être honnête, ça nous est arrivé. Ensuite, my favorite one. Les designers font des jolies maquettes, c'est lui l'artiste. On l'entend souvent. Et on ne prend pas trop en compte les contraintes techniques. Et le troisième, c'est sur la gestion de projet, qui veut juste aller vite et il veut répondre aux deadlines et au budget. Donc, c'est quelque chose qu'on a entendu et donc on a voulu en savoir un peu plus et on a fait un questionnaire en interne pour justement avoir un peu plus de data, avoir des choses plus tangibles et savoir justement les difficultés, quels étaient les problèmes rencontrés sur les projets. On a beau avoir tous des projets et des clients et des contextes de projets différents. Il y en a souvent qui revenaient, donc c'est les problèmes en majorité de communication. Des problèmes de process. Oui, et problèmes d'outils, toujours et forever. Et la problématique aussi parfois de compréhension des métiers. Donc on s'est rendu compte qu'on avait quand même tous un même objectif au quotidien, dans notre travail au quotidien, c'était de répondre à des problèmes de conception complexes. Et pourquoi complexe? Parce que nos clients sont toujours multisecteurs, avec aspect humain et politique à la fois compliqué. Et on est tous confrontés à problèmes techniques ou contraintes techniques très pointues. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe... Parfois, on va dire parfois. Parfois. Entre l'idée de base et la réalisation, on a souvent des petites différences. Et donc, il y a énormément de dépendance entre les problèmes. Donc, on s'est rendu compte que pour résoudre ces problèmes, la clé, c'était justement la collaboration qui est précieuse, qui est essentielle quand on doit travailler ensemble sur un projet. Et c'est précieux et il faut qu'on l'anime constamment tout au long du projet. Et on est tous, on veut inviter tout le monde à mieux collaborer. Et du coup, on va un peu parler de ça aujourd'hui aussi. Et du coup, pourquoi compliqué et pourquoi il faut collaborer mieux? Tout simplement, et rien de personnel, we are only human. Et nous avons tous... en fait, on va tous voir le monde via un référentiel qui nous est propre. Et c'est juste comme ça. Et ensuite, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de créer des ponts, essayer de faciliter le travail de l'autre
de tous les membres d'équipe, communiquer mieux et être capable de donner la visibilité vraiment sur le projet à l'ensemble d'équipes ou notre cas un squad. Donc ce qu'on va essayer de vous donner aujourd'hui, c'est les grands guidelines qu'on a un peu déduits justement de nos projets, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, qu'est-ce qui était à éviter. Alors ça va être des guidelines qu'on a appris jusqu'ici, mais qui vont encore être perfectibles et qui vont nous aider et qui vont bien sûr évoluer. Ça reste juste un projet en cours. Oui, du coup on apprend toujours sur tout ça. Et du coup, un des principes ou des constats, en tout cas le plus important chez nous, chez Faber Novel, c'est qu'on va toujours garder l'utilisateur finaux et l'humain au cours de conception. Et comment on va faire ça? On va aller voir les utilisateurs, on va faire des recherches. Il y a différentes méthodes, on ne va pas beaucoup entrer en tout ce qui est méthodo ou relations clients aujourd'hui. Et on va aussi, de l'autre côté, essayer de se rapprocher au maximum à nos clients. Parce que les clients connaissent bien leurs clients, nos utilisateurs, et on doit comprendre la manière dont ils servent leurs clients. On voudrait enchaîner avec un vocabulaire UX pour dire qu'on aime beaucoup tous les mots qui commencent par U ou You en anglais. Et on avait tous beaucoup entendu parler de UI, de UX Audit, User Profile, User Journey, Usability Testing, et many more. Mais ce qui est important, c'est voilà, l'idée, c'est de garder l'humain au cœur de notre pratique. Et on veut vraiment que, voilà, aujourd'hui, c'est ça ce qu'on retienne de cette première guideline. Voilà, l'humain au cœur de la conception. Là, on va vous montrer des exemples de notre travail, on va dire, au quotidien, quand on fait des ateliers, que ce soit avec le client ou les utilisateurs. L'idée, c'est un maximum être au contact avec l'humain, comme on dit. Du coup, on va faire beaucoup aussi comme on disait, on va aller rencontrer les utilisateurs. Et ça, c'est un classique du X. On va faire beaucoup des interviews utilisateurs. Il y a d'autres méthodes, mais ça, c'est un classique du X. On va faire beaucoup d'ateliers de mapping. Ici, le fameux User Journey. Du coup, ce type d'atelier qu'on va faire à la fois avec nos clients, mais aussi avec l'équipe interne. Et du coup, on va vraiment insister sur le fait d'avoir l'équipe interne ou au moins un designer, un tech lead ou un développeur et un chef de projet là pendant ces ateliers ensemble avec nos clients. Et encore un exemple de nos workdays, les tests utilisateurs. On va essayer vraiment au maximum de tester nos applications, nos plateformes, nos sites pour s'assurer qu'on part dans la bonne direction. Ça. Donc on connaît à peu près le rôle d'un UX designer dans une équipe ou dans un process de création. Mais ce qui est aussi important, ce qu'on voulait rappeler aujourd'hui, c'est que ça s'étend un peu plus que ça, le rôle de l'UX designer dans une team. Et ici, un schéma qu'on espère est réussite. Du coup, c'est juste pour essayer d'expliquer que notre rôle aussi au sein de l'équipe, du coup plus particulièrement à ça et pas juste au sein d'un projet, c'est vraiment de faciliter la compréhension des utilisateurs et de les partager avec tous les participants de projet. Du coup, tout ce qu'on apprend sur l'utilisateur, notre rôle c'est de s'assurer que le même niveau de connaissance va être là pour le reste, tout le monde. Et un autre point aussi, c'est qu'on doit assurer la bonne compréhension entre les outils qu'on utilise en UX, qui sont souvent issus des sciences humaines et qu'on utilise aujourd'hui dans un environnement qui était récemment principalement habité par les sciences techniques. Du coup, essayer vraiment de marier ces deux univers de humain et technique. Si vous avez des questions, on répond plus tard.
Voilà, on rectifie en disant juste que l'humain est au cœur du processus de la création et surtout au cœur du projet. Et c'est la squad qui doit vraiment être mise en valeur et au cœur du processus de création. Et du coup, on avait parlé du fait que voilà, il faut bien connaître le métier de ses collaborateurs aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que du coup dans un squad ou dans un team, n'importe, c'est important de comprendre bien les rôles, responsabilités, les attentes, les besoins de tous les participants. Mais au-delà de ça aussi le jargon, parce qu'on a des métiers différents, on utilise les outils différents et il faut qu'on tous fait un petit effort pour comprendre ce que l'autre fait et être aussi curieux pour ce que l'autre fait. Du coup, voilà, le fait de définir les rôles de chacun, ça va garantir la réussite de toute l'équipe et plus large, finalement, la réussite de tout le projet. Ça peut paraître évident, mais sur pas mal de projets, on s'est rendu compte, et moi ça m'arrivait souvent, d'avoir pas mal de mix et match entre les différents rôles, entre les différents participants de projet dans les différents contextes. Du coup, on voudrait vous parler très rapidement d'un atelier que moi j'ai fait souvent, mais je vous invite de le tester, et n'importe quel membre d'équipe peut le faire. Du coup, c'est un atelier qui s'appelle Roles and Responsibilities. Et du coup, c'est un atelier que nous, on va faire au début, du coup, au kick-off de projet, pour bien clarifier les rôles. Mais on va le aussi faire tout au long de projet. Et du coup, c'est un atelier qui peut durer 45-60 minutes. On va inviter tous les participants et on va commencer par définition de nos propres rôles. Du coup, chacun va individuellement expliquer sa rôle sur des post-it, bien sûr. Ensuite, on va demander à un de nos collègues, ou du coup un collègue qui est juste à côté, lui, de définir notre rôle. Ensuite, on va comparer nos notes et essayer de voir où il y a des points faibles et où on peut donner plus de solutions. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir comment on est perçu et s'il y a des malentendus et de mauvaises compréhensions entre les rôles de chacun. Et du coup, vraiment, moi, ça m'arrivait souvent, parce que sur les derniers projets, il y avait pas mal d'incompréhension, ce qui fait quoi au niveau de, avec moi, et chef de projet, qui fait quoi au niveau de scope fonctionnel. Et du coup, je me suis retrouvée de gérer en même temps tous les sujets design et scope fonctionnel. Et c'est un atelier que sans friction, sans le stress, va juste remettre tout à plat. Et je vous invite de le tester. Voilà. Donc, c'est important de comprendre du coup le périmètre de chaque personne, de comprendre les rôles et ce qu'on voudrait faire aussi, c'est essayer de faciliter justement un maximum, maintenant qu'on comprend les besoins du collaborateur, c'est d'essayer à ce qu'on travaille ensemble et surtout à fluidifier les échanges. Donc on a relevé quelques tips qu'on peut mettre en place dès le début d'un projet et aussi constamment. On va commencer par partager les données et les communiquer, faire en sorte qu'elles soient connues par tout le monde et surtout les prendre comme référence quand parfois on a des points de friction. On peut se dire que c'est les données utilisateurs qui vont nous aider à répondre à ces problèmes. Et prendre les décisions. Il ne faut jamais oublier l'utilisateur tout au long du processus, parce que souvent, ce on va voir, on va faire une recherche au début, on va faire par exemple des personas, mais petit à petit, tout au long du projet, quand on arrive jusqu'au UI, on ne va plus penser vraiment à notre utilisateur et on va plutôt être stressé par les budgets, par les deadlines. Et il ne faut juste jamais oublier que voilà, ça c'est notre point de départ et il faut le communiquer constamment. Constamment. On va aussi essayer d'anticiper un maximum les contraintes techniques. Donc là, c'est énorme
selon si on fait une application, un site internet, un site en responsive. Donc essayer d'anticiper toutes les problématiques, de documenter aussi pour que, si on peut un maximum, là c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de un maximum faire au sein de Faber Novel, c'est de documenter un maximum pour qu'il y ait le moins d'interprétation possible de la part du développeur, par exemple, quand on va livrer des maquettes, pour tout ce qui est choses implicite dans l'animation, des choses comme ça, il faut essayer de livrer un maximum d'éléments et de documenter. Une fois que c'est documenté, il y a... Oui, et on fait dire, même si on est tous là en squad et on fait des points chaque jour, c'est important de documenter parce qu'on va avoir souvent les nouvelles devs qui vont arriver sur le projet ou des designers qui vont partir et quelqu'un qui doit reprendre derrière. Et c'est juste important de ne pas avoir cette... base factor où si tu es plus sur le projet, toutes les connaissances sont complètement perdues. Voilà, donc on a relevé aussi de communiquer ses choix, d'établir des règles, ranger ses fichiers, bon, c'est des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques et aussi choisir des outils adaptés. Et en effet, aujourd'hui, il y a énormément d'outils accessibles pour nous, les designers. Donc là, on a fait juste un état des lieux de 6 outils, mais au final, on se rend compte qu'ils répondent tous, in fine, aux mêmes besoins. Et ce qui est important, c'est pas, je vais pas utiliser sur un projet Adobe XD parce que j'ai envie de le tester, ça vient de sortir, ou la nouvelle version de Sketch 52. Je vais essayer de faire le choix de l'outil vraiment avec toute l'équipe en fonction justement du contexte du client, si le client a un historique ou veut avoir après à récupérer des fichiers. Donc en fait, toutes ces questions de choix d'outils sont pas personnelles, mais vraiment à partager et à... Un choix d'équipe. Ouais, voilà, c'est un choix d'équipe. C'est juste pour vous donner un exemple. Par exemple, sur un des derniers projets sur lesquels je travaille, on avait utilisé Figma. Et pourquoi on l'a utilisé? C'est parce qu'on avait la particularité d'avoir 2 designers en remote. Donc ils n'étaient pas physiquement à côté et il fallait trouver un outil de collaboration. Et Figma, il s'avère que c'est un outil qui met vraiment la collaboration au cœur de l'application. On peut voir en live ce que fait l'autre, il y a des contributions et il n'y a pas besoin de passer par des plugins ou des mises à jour, c'est vraiment en live. Donc on l'a mis en place assez vite et il s'avère que maintenant toute la squad l'utilise, les développeurs aussi donc ont un accès pas en mode edit mais en mode view. Même les clients. Et même les clients, ouais, exactement, le client, le chef de projet. C'est devenu la référence au sein de toute la squad et c'est bien d'avoir un outil commun. Comparé à d'autres projets que j'ai pu faire où on avait Sketch et on devait uploader pour les développeurs des fichiers sur Zeppelin. Ou Zeppelin, je ne sais pas comment vous prononcez. Et en même temps, il fallait les uploader pour InVision, pour le chef de projet. Et en fait, chacun avait une version différente de la maquette parce qu'on n'avait juste pas le temps de mettre à jour tous les fichiers. Donc, mais dans le cadre de ce projet, ça marchait bien et c'était vraiment adopté par tout le monde. Et il faut juste mentionner que c'est encore gratuit, Figma. Ah oui, c'est ça. Go for it. Et un autre exemple aussi, je vous montrais juste avant que Figma, il avait été adopté par les développeurs. Je voulais dire aussi, juste une petite parenthèse, que Figma a été utilisé par les devs et nous, en tant que designers, on a aussi adopté Jira, puisque voilà, dans cette dynamique de transparence et d'avoir des outils en commun, c'était important aussi pour nous d'avoir accès justement aux tickets et on a pu faire on fait encore d'ailleurs, des tickets quand on fait des codes... non, je fais pas des codes review, mais plutôt des design review. Et donc après, je fais des tickets, on fait des recétages. Donc, voilà. Du coup, on revient à notre 5e point, ping-pong. Et pourquoi on l'a appelé ça? En fait, ici, on veut parler surtout
de communication, itération. Et on veut souligner que cet échange permanent, c'est super important et qu'il faut établir des rituels pour collaborer et pour mieux collaborer. Parce qu'on est persuadé que la confrontation d'idées, elle est vitale pour justement sortir des projets réussis, on va dire ça comme ça. Quand je dis la confrontation d'idées, c'est pas chacun à son point de vue, c'est vraiment un échange et c'est des feedbacks, on appelle ça des feedbacks bienveillants et c'est un peu la culture dans l'ADN de Faber Novel Technologies, c'est de se donner des feedbacks bienveillants et il faut toujours essayer de se confronter pour trouver la meilleure solution, essayer de pas oublier de certains points et de faire en sorte qu'on améliore le travail. Ici, on a illustré un exemple de ping-pong classique entre designer et développeur. Et ce qu'on tous, côté design, on doit faire pour nos devs, on peut dire comme ça, et ce que nos devs font pour nous. Mais je pense que ça doit être quelque chose qui doit être implémenté n'importe où. Du coup, un designer, on va prendre en compte les contraintes techniques. On ne va pas faire nos wireframes ou prototypes ou les maquettes devant notre ordi. Comme on disait au début, on va vraiment être là ensemble et faire ces choix ensemble. On va aider à l'élaboration des tickets. On va mettre à disposition tous nos assets. On va échanger jusqu'au détail qu'on est en train de production de tout ce qui est typographie, grid system, mais vraiment espacement, tout. Communiquer sur les animations en transition et essayer de documenter ça un maximum. Et des développeurs, ce qu'on fait, on a parlé au début de ateliers UX qu'on fait et on essaye vraiment au maximum d'avoir les devs, au moins un dev ou un tech lead là pendant ces ateliers avec les clients ou si on fait des ateliers avec utilisateurs. Qu'on a tous le même niveau de connaissance en fait et qu'on a tous les mêmes objectifs depuis le début. Ils vont être là pour challenger nos maquettes, bien sûr, vérifier les compatibilités avec d'autres solutions techniques, proposer et innover ensemble. Je suis sûre que vous en voyez plein d'autres, mais voilà, c'était juste pour dégager quelques principes. Et là, je voulais parler aussi d'une conception que j'ai eu à faire dernièrement sur un site. Il fallait concevoir le moteur de recherche du site. Assez poussé. Oui, assez poussé. Et donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai eu une démonstration avant du développeur, parce qu'il y avait une solution technique qui avait été choisie, c'est Algolia. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà eu à travailler sur des projets. Et donc j'ai eu une démonstration de toutes les possibilités, de tout ce qu'on pouvait mettre en place avec Algolia, ou la puissance aussi de la recherche. Et donc ça m'a aidé vraiment à concevoir un moteur de recherche efficace et surtout qui répondait autant aux besoins du client et aux besoins des utilisateurs. Donc j'ai réussi à marier grâce à... Oui, quelque chose qui était une bonne pratique. Et une bonne pratique aussi. Dans l'air du temps, des moteurs de recherche qui sont assez poussés et qui marchent bien. Et je pense que si j'avais pas eu cette démonstration et cet échange avec le développeur, on n'aurait pas réussi à trouver une solution aussi rapidement, j'ai envie de dire. Et tout ça pour dire que, voilà, code improves design and design improves code. Mais c'est vraiment important et c'est juste it's the fact. Le design peut être amélioré et avec la contribution d'un développeur et le code peut être, si je peux dire, mieux écrit avec l'aide d'un designer. Travailler ensemble et comprendre vraiment, se comprendre va aider énormément à toute l'équipe et le projet. Et on va plus facilement surmonter les obstacles. Et on va tous monter en compétences aussi. Et du coup, on arrive à l'empathie. Ici, on voudrait souligner que
voilà, tout ce qui est, du coup, au-delà juste de communication, de collaboration, d'effort d'apprendre de l'autre, de se connaître, il faut penser à l'empathie. Qu'est-ce que c'est? Empathie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la conception des produits innovants aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est important de dire que empathie, c'est une compétence et c'est pas une qualité innée, c'est pas quelque chose qui est donné. Empathie, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous pratiquer et on peut s'améliorer dans notre souhait d'être plus sympathique. Empathie, c'est important dans le cas, bien sûr, si on parle en tant que designer, empathie vers nos utilisateurs, empathie vers nos clients. Mais c'est si important comme l'empathie vers notre team. Du coup, empathie vers mon développeur ou empathie vers mon chef de projet. On trouve, moi je trouve qu'on peut tous faire un peu plus d'efforts et d'être un peu plus sympathique. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre vraiment le temps de bien écouter nos collaborateurs, mais vraiment écouter, c'est ce qu'on appelle active listening. Faire attention à ce qu'on dit, prendre vraiment en compte les objectifs et besoins de l'autre, essayer de comprendre les difficultés de nos clients. Et si on trouve que c'est important, et ce que nous, en tant que designers, et les autres métiers aussi font au sein de Faber Novel, c'est de prendre le rôle d'un coach qui va rayonner cette culture d'empathie et de bienveillance au sein de notre team, mais plus largement vraiment au sein de toute l'entreprise ou la structure. Donc, pour résumer, sur tout ce qu'on vient de dire sur les guidelines, donc on va encore le répéter, c'est garder l'utilisateur final en tête, et ça à tous les stades du projet. Faire intervenir les différentes expertises si possible, je dis bien parce que je sais que c'est pas évident pour tous les contextes de projet, mais faire intervenir les différentes expertises dès le début. Il s'agit aussi de partager les mêmes objectifs et si possible aussi dès le début. Être, comme on disait, curieux du métier de l'autre, essayer de comprendre un maximum ses besoins et ses attentes, et même personnels parfois. Faciliter le travail et tout ce qui est, parce qu'on disait tout ce qui est outillage, choix d'outils, des contraintes techniques ou contraintes clients, utilisateurs, du coup. Voilà, il faut donc communiquer et tout ça avec de la bienveillance et de l'empathie. Donc on s'est un peu plus focalisé sur la collaboration dev-design, mais bien sûr, toutes ces bonnes pratiques, il faut l'étendre à toute l'équipe, aussi bien aux chefs de projet qu'au marketing, ou un qu'aux data commerciaux. scientist, Voilà. ou ça dépend de projet, de team. Il faut essayer de le faire au sein de son projet, de toute la squad, comme on l'appelle chez nous, et aussi finalement au sein de toute l'entreprise. Oui, et même si nous, on a officiellement UX écrit au-dessous de notre nom ou prénom, on veut souligner que l'expérience utilisateur est vraiment pas juste l'affaire, et ça ne doit pas juste être porté par un designer, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est quelque chose en quoi on croit vraiment profondément. Et on croit aussi que cette culture d'expérience utilisateur et plus largement la culture de design, il faut le développer au sein de toute l'équipe et au sein d'une entreprise, d'une structure. Et donc on espère aujourd'hui qu'on vous a un petit peu convaincu à justement mettre ça en place au quotidien. Merci à vous. Et on espère que vous avez des questions, peut-être. Oui. Oui. Moi j'ai compris que les
Donc j'ai compris que vous évoluiez dans des équipes intégrées, pluridisciplinaires, mais quand même avec des rôles clairement identifiés. Est-ce que vous avez envisagé une hybridation, c'est-à-dire d'effacer un peu, on va dire, les frontières entre vos rôles, et donc par exemple qu'un développeur puisse avoir une activité un peu plus sur le design, et réciproquement que le design puisse empiéter sur le code, donc avec des profils un peu des casquettes Oui, en fait, il s'avère que pour la petite anecdote, il y a un développeur chez nous, non, un designer pardon, chez nous qui est devenu développeur, et même chose, il y avait une autre personne qui était développeur et qui est plus passée entre les deux en fait. Donc je pense que c'est vraiment dans la curiosité de chacun, mais il n'y a pas de rôle encore défini. Mais c'est en fait ce qui arrive souvent. On a même un développeur qui est initialement venu en tant que développeur, et ça fait Jean-Christophe, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est dans la boîte, et au fur et à mesure, dans le temps, il est devenu chef de projet. Du coup, aussi les gens chez nous sont libres d'expérimenter, et comme on dit, on va essayer de mener tout le monde tout au long de projet. Comme ça, ils vont pouvoir voir, voilà, un chef de projet va pouvoir voir comment un designer bosse, et si on a des affinités, il va pouvoir switcher. On a aussi des formations internes sur le design, sur le développement, sur le code. Et ça nous est arrivé. Oui, ça nous est arrivé que les gens vont switcher et vraiment apprendre et aller un peu plus loin. Mais c'est pas que la permutation, c'est-à-dire d'avoir une personne qui est qualifiée, qui a plusieurs compétences, on va dire, qui est capable, dans une moindre mesure, de manière plus généraliste, d'intervenir sur du code et en même temps sur du design. Non, pas juste une inversion. Ouais, on n'a pas forcément identifié, on a chacun un rôle identifié, mais forcément c'est que du plus quand cette personne-là connaît le code, ou quand le designer connaît, ou quand le développeur connaît le design. Très bien, merci. 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 Il y a une question. Yes. Ah oui, c'était le sujet similaire. Alors j'ai une question piège. Qu'est-ce qui se passe quand c'est l'exécutif, donc les leaders, en fait, qui amènent les mauvais process? C'est-à-dire qu'en gros, soit parce que c'est des choses dont ils ont l'habitude de travailler comme ça, ou alors parce que dans l'urgence ou dans d'autres situations, en fait, ils vont faire en sorte que, en gros, pardon, excuse-moi. Donc je disais, qu'est-ce qui se passe quand c'est le leadership, donc en gros l'exécutif d'une entreprise qui applique des mauvaises méthodes? Et donc en gros, comment est-ce que des équipes du coup qui vont être verticalisées, comment est-ce qu'elles vont réussir à faire comprendre que ces bons process-là, ils sont positifs? Si j'ai bien compris ta question, c'est s'il y a des méthodes qui sont mises en place et qui bloquent un peu les exécutants. Alors pas vraiment, non. En fait, c'est plutôt dans le cadre d'une entreprise qui n'applique pas ces méthodes-là, et que, on va dire historiquement, les anciennes méthodes, donc celles que vous portez pas, elles sont validées par l'exécutif. Donc en gros, validées par les patrons, quoi, grosso modo. Quels leviers vont avoir les équipes pour justement aider à faire comprendre l'aspect positif de toutes ces méthodes? Si on a par exemple un cas classique d'un projet en waterfall, où on va avoir d'abord design, ensuite une coupure et ensuite les maquettes, les développeurs, c'est ça? Non? Oui, par exemple, oui. On doit s'adapter, c'est ça, c'est une grosse question. Bonne question. Ouais. C'est aussi, je pense que c'est à chacun d'essayer de faire au maximum pour essayer de pousser les choses. En tout cas, s'il y a des méthodes très comment dire, fixées, il faut peut-être essayer de travailler plus. Est-ce que moi, personnellement, j'essaye sur soft skills, du coup, tout ce que tu peux faire au-delà de méthodes dures, mais du coup, essayer de communiquer mieux, essayer de poser plus de questions. J'aimerais bien avoir un exemple concret. Aussi, ce qu'on met souvent en place, c'est parfois c'est des rex. Il y a des rex à la fin d'un projet, mais on peut avoir aussi des rex qui sont mis en place pendant le projet. Je pense que ça c'est bien parce que c'est le moyen de communiquer et de dire
justement si on trouve pas notre place dans l'équipe, ou si justement il y a quelque chose auquel on est confronté à un problème bloquant. Je sais pas. Je pense que le fait de constamment essayer de faire des rex, voilà, au fur et à mesure, ça peut aider une équipe ou un projet. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Je sais pas si on a vraiment répondu à ta question. Mais c'est une question vaste. Oui, c'est assez large comme question. Mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Yes. Oui, merci pour le talk. Vous avez insisté sur la nécessité pour les différentes personnes de comprendre les métiers des autres, notamment par la prise en main d'outils que d'habitude on pense réserver classiquement à un corps de métier, par des formations aussi. Est-ce qu'il y a d'autres moyens par exemple, les développeurs font ce qu'on appelle du pair programming, c'est-à-dire qu'ils s'assoient à deux pour coder un truc ensemble. Est-ce qu'on pourrait imaginer du pair, je sais pas quoi, entre un designer, un dev Oui, c'est un peu ce qui se passe sur les projets. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais si possible, quand un projet se met en place, si on peut être côte à côte physiquement, c'est quand même le mieux, puisqu'on peut être beaucoup plus efficace dans cette proximité. Et puis moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire, me mettre à côté et de tester en live ce qu'on peut améliorer sur le dev. Après, ce qui nous arrive aussi, c'est au-delà des projets, on va avoir chaque 2 ou 3 mois des hack days en interne. Et là, c'est des 2 jours du coup complètement dédiés à projets libres. On va venir chacun pitcher nos projets et essayer de mener les gens, de travailler avec nous. Et du coup, par exemple, moi, j'ai assisté à un hack day sur lequel j'ai codé un peu avec un développeur. Et du coup, c'est ce principe de hack day. C'est aussi dans l'ADN de Faber Novel Technologies, et c'est pas mal parce que en évitant le stress qui existe sous les projets clients, ici on peut vraiment se lâcher et apprendre, tester des trucs qu'on n'a peut-être pas temps de tester, et essayer des choses qu'on n'a peut-être pas temps tout le temps à tester. Merci. Bon, c'est la fin, il n'y a plus de questions. Merci. Merci.